Chers collègues, meilleurs vœux à tous. Soyez les bienvenus à Saint-Malo, une ville qui est belle, fidèle et rebelle. Belle, à n'en pas douter, puissant et fier bastion de granit se jetant dans les bras d'une mer d'émeraude pour vivre une étreinte passionnée, soumise aux caprices des éléments. Plaisir de briller de 1000 éclats mordorés sous le soleil printanier d'avril, capable d'offrir d'exquises journées d'été où l'azur du ciel tutoie des camailleux de turquoise liquide, avant d'être exposé aux 1000 vents de novembre et de se voir assiégé par les râpes d'écume d'un hiver pluvieux et monotone qui forge le caractère tenace de ses habitants. Fidèle, comme sa devise l'énonce en latin, Semper Fidelis, héritière de la blanche hermine, qui préféra défier une reine et sa troupe de chasse plutôt que de tacher son pelage immaculé en fuyant dans le marais, préférant la mort à la souillure. Cité fidèle à la France, corsaire au service du roi, forteresse inaccessible aux marins de la perfide Albion qui tentèrent de la prendre à de multiples reprises, voire de l'incendier en vain. Rebelle, enfin, n'entendant pas se soumettre au matraquage fiscal d'un duc de Bretagne, dépensier et incompétent, et refusant les appartenances religieuses mouvantes d'un roi opportuniste, la cité malouine ira jusqu'à se déclarer république indépendance en 1590, une aventure qui durera 4 ans. Saint-Malo, c'est aussi l'audace de ces grands hommes, navigateurs, explorateurs, marchands, corsaires, écrivains, Terre-Neuva, qui ont laissé leurs traces dans l'histoire pour construire au fil des siècles une cité rayonnante dont la réputation s'étend sur le monde. Dites que vous venez de Saint-Malo et l'on vous reconnaîtra. Dites que vous venez de Bourges et l'on s'interrogera. Dites que vous venez de Vienne et l'on vous parlera autrichien. Belle, fidèle et rebelle, Saint-Malo possède donc toutes les qualités pour accueillir l'Assemblée générale du SNEL et son congrès, et notre conseil d'administration ne s'y est pas trompé. Et oui, quelle est belle notre organisation professionnelle, forte de 2400 adhérents à cette heure, moi je vous parle des chiffres de cette année, dont les établissements représentent tous les territoires, offrent tous les niveaux de formation possibles à la jeunesse de notre pays, maternelle, primaire, collège, lycée général, lycée technologique, lycée professionnel et enseignement supérieur, sous statut scolaire comme en apprentissage. Depuis la petite école de Cazes-Mondenard, dans le Tarn-et-Garonne, jusqu'aux mastodontes parisiens, bretons ou lillois, partout, des membres du SNEL affichent fièrement leur devise « Chef d'établissement, un métier, une passion ». Ils célèbrent un statut unique, celui d'une vision commune de la responsabilité qui fait d'eux de vrais pilotes dans leurs établissements, bons pasteurs et bons artisans, comme j'aime à l'affirmer encore et toujours. Fidèle, notre organisation professionnelle l'est dans son engagement au quotidien, en vous permettant la rencontre, le partage, en vous formant, en vous représentant dans les institutions, en vous défendant aussi lorsque cela devient nécessaire. Mandatés ou salariés des services nationaux, depuis bientôt 100 ans, des femmes et des hommes sont à vos côtés pour vous aider à vivre cette mission passionnante qui est la nôtre, toujours plus exigeante, mais chaque jour plus essentielle, au service de notre pays. Et nous ne recevons pas toujours les encouragements que nous méritons, surtout ces derniers temps. Je sais que beaucoup d'entre vous sont choqués par la polémique relative à la scolarisation des enfants de Madame la ministre Oudéa Castéra dans un établissement catholique privé sous contrat, mais également par la publication du rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale concernant ce même établissement, Stanislas, à Paris. Choqués à double titre, dirais-je. D'une part, parce que nous nous sentons très éloignés des dérives énoncées dans cet écrit et que nous refusons l'amalgame qui est fait par quelques médias ou par les commentaires outranciers d'hommes politiques particulièrement opportunistes
quand il s'agit de raviver la guerre scolaire. D'autre part, parce que le trait a été bien forcé, car même si Stan a peut-être un peu de pain sur la planche pour évoluer vers plus de rigueur dans la gestion des excès perpétués par l'un ou l'autre de ses membres, cet établissement n'est pas du tout le monstre odieux qu'on nous présente. Sauf à croire que les quelques 3600 familles qui le fréquentent soient toutes inconscientes et ne se préoccupent guère du bien-être de leurs enfants. Sauf à penser que l'équipe éducative, reconnue, grandement engagée et dévouée, joue une pièce de théâtre en permanence. Au-delà de la caricature, je pense qu'il faudrait aussi regarder ce qui se fait bon dans cet établissement et ce en quoi cela répond aujourd'hui à une attente forte pour les familles qui rejoignent Stanislas. Alors certes, Stanislas, membre fondateur du SNEL en 1925, n'est plus adhérent par la volonté de ses 2 derniers directeurs. Et l'on pourrait se dire qu'après tout, cette affaire n'est pas la nôtre. Mais ce qui est en jeu est bien plus grand qu'une belle adresse à Paris. Au SNEL, nous tenons à réaffirmer que la mission héritée de l'Église peut se conjuguer au quotidien avec la mission de service public qui nous est confiée par l'État, sans que cela soit problématique. Nous vivons cette double articulation dans la réalité de l'implantation de nos établissements, qu'ils soient érigés historiquement en centre-ville ou qu'ils témoignent d'une présence au cœur de la ruralité, qu'ils soient situés dans des bassins économiques porteurs ou désœuvrés, avec toutes les conséquences sociologiques que cela implique. Ainsi, la liberté scolaire n'est pas le moyen d'exercer une ségrégation sociale ou religieuse, comme certains aimeraient le faire croire. Au contraire, il s'agit d'une chance offerte pour accueillir des élèves d'origine, de croyances ou d'opinions diverses afin qu'ils grandissent au sein d'une communauté éducative dont les relations humaines sont empreintes de la douceur de l'Évangile qui jamais ne contraint. Rien par force, tout par amour, disait saint François de Sales. L'autre conviction majeure que nous partageons est que si une école est avant tout une école, fournir de bons diplômes n'est pas suffisant, car il faut éveiller en chacun le désir d'être, comme le déclarait il y a quelques jours le pape François au recteur des universités catholiques du monde entier. Voilà qui résume bien notre double mission et le sens de notre accueil. Et le cadre juridique de cet accueil est quant à lui très clair, énoncé au travers de la loi Debré du 31 décembre 1959. Une loi qui a mis fin à plus d'un siècle de conflits entre 2 écoles, entre 2 France, aux visions sociétales antagonistes, pour consolider au final, de manière originale, une mission éducative de service public duale, au service d'une nation enfin rassemblée. Aujourd'hui, la République est le système politique qui organise notre société française. En dehors de ceux qui souhaitent la fin de notre mode de vie et de notre démocratie sociale avancée, personne n'a intérêt à l'abîmer. Bien entendu, à charge aussi pour les pouvoirs publics de ne pas considérer l'école comme étant un lieu où l'attente des familles et des équipes éducatives n'aurait plus leur place, où la liberté énoncée dans notre triptyque républicain ne s'appliquerait pas à l'éducation et où seule une vision étatique et étriquée serait proposée. À coup sûr, cela ferait plaisir aux braillards qui nous tiennent en détestation, tenant d'une école aux méthodes uniformes, au service d'une anthropologie aseptisée, d'une mission où n'importe quel agent peut en remplacer un autre en tout lieu, et qui pensent que l'égalitarisme à tout crin est une chance, alors que c'est le grand fossoyeur des espoirs des classes populaires et l'accélérateur du découragement chez de nombreux enseignants qui refusent le nivellement par le bas. Ces mêmes braillards, figés en 1904, au temps des lois Combes, rêvent d'un monopole de l'État sur l'éducation et réclament toujours plus de moyens publics pour le public et souhaitent en priver le privé, sans réfléchir à la bonne utilisation ou à la bonne efficience de ces moyens. Ils sont toujours prompts à commenter l'utilisation de leurs impôts, ne comprenant pas le principe d'universalité qui les régit une fois la collecte effectuée. Ils nous déclarent la guerre régulièrement. Par exemple, dans la une de Libération, comment l'argent public paye les magouilles
de l'école privée. Ce discours nous atterre, nous fatigue, quand nous voyons l'état de l'école de notre pays dans son ensemble, en perte de vitesse, comme en attestent les enquêtes internationales. Pour autant, nous ne céderons pas devant leurs diatribes, nous n'abandonnerons pas la bannière de l'espérance, pas plus que nous ne renierons notre pays, son histoire, sa culture et ses institutions républicaines. Nous aimons la France, toute la France, et ses enfants, tous ses enfants. Et cet attachement fait parfois de nous des rebelles, non par caprice, mais par nécessité. Pour dénoncer, par exemple, l'injustice vécue par les familles des enfants en situation de handicap sans financement public de leur AESH sur le temps de la pause méridienne. Comment pouvait-on être aussi imbécile, inhumain, pour crier au scandale parce qu'on permettait à un jeune lourdement handicapé d'être accompagné à la cantine en finançant le travail de son AESH, adulte de référence et de confiance, pour qu'il l'aide à prendre son repas ou aller aux toilettes. Un particulier a dit « Je refuse que mes impôts servent à payer les AESH sur le temps périscolaire dans l'enseignement privé sous contrat, car précisément ce contrat ne s'applique pas au temps scolaire stricto sensu. » Une décision de justice du Conseil d'État en 2020 lui a donné raison sur le fondement de textes existants. Duralex, sed lex, édifiant. Mais grâce à notre mobilisation, et celle de bien d'autres, le législateur a évolué et sous l'impulsion du sénateur Cédric Vial, sénateur de Savoie, hier, une proposition de loi a été adoptée à l'unanimité au Sénat pour confier à l'État la responsabilité et la charge de ces enfants et de leurs accompagnateurs sur le temps des pauses méridiennes, se situant en cela dans la mission d'inclusion de l'école. Je crois qu'on peut effectivement remercier le sénateur Vial et tous les sénateurs qui ont approuvé ce projet, qui doit encore passer devant l'Assemblée nationale. Mais c'est une belle victoire. Rebelles, nous ne sommes encore quand le ministre de l'Éducation nationale, ou le ministère plus exactement, n'a plus vraiment de boussole et vit d'annonces médiatiques pas toujours réalisables sur le terrain. Arrêtons-nous un instant sur le choc des savoirs annoncé pour le collège. De l'énergie, de l'envie, de l'audace, Gabriel Attal n'en manquait pas lors de son passage par la rue de Grenelle. En 2 mois, entre le 5 octobre et le 5 décembre 2023, il a concocté un traitement de choc pour le collège. Un collège unique, devenu selon ses termes, un collège uniforme. Bonne analyse, nous l'avions faite voilà bien des années. 2 mois pour construire un plan d'action dans le domaine complexe de l'éducation, c'est peu, me direz-vous. Mais quand on regarde la durée d'exercice d'un ministre de l'Éducation ces derniers temps, on peut se dire que finalement, c'est beaucoup. 14 mois pour Pap Ndiaye, moins de 6 mois pour Gabriel Attal, et je me garderai de tout pronostic pour la suite. Lors de sa conférence de presse, le 5 décembre donc, le ministre déroule la liste des actions qui devront être mises en place pour la rentrée 2024 au collège et dont la philosophie se résume bien par l'anaphore qu'il utilise, être plus exigeant, c'est. Autrement dit, le laisser-aller, c'est fini, le laisser-couler, c'est fini. Exigence sur le niveau des fondamentaux, en français, en maths, avec la mise en place de groupes de niveau en classe de 6e et de 5e, et la possibilité d'heures d'enseignement supplémentaires dans ces 2 disciplines. Exigence sur le passage dans la classe supérieure, où le doublement ne devient plus tabou et où l'équipe éducative aura le dernier mot. Exigence sur l'obtention du brevet national des collèges, qui devient un sésame pour le lycée, comme le bac l'est pour l'enseignement supérieur. Les postulants recalés se voyant orientés vers une classe passerelle aux contours encore incertains. Toutes ces mesures ne constituent pas une réforme. Et d'ailleurs, Gabriel Attal s'en défend. Mais plutôt une sorte d'ordonnance médicale pour combattre les maux à l'origine de la défaillance d'un chaînon de notre système éducatif. Le problème, c'est que le docteur Attal n'avait pas fini son internat. N'est pas médecin qui veut.
en partant du principe que le traitement est bon, ce dont je doute concernant les groupes de niveau. Encore faudra-t-il pouvoir l'administrer. Constatons tout d'abord qu'en dehors de cette conférence de presse, aucun texte réglementaire n'est sorti. Et même si l'on voit poindre ici et là des explications locales accompagnées de savantes méthodes de calcul, tout reste flou. On croit revivre l'épisode des pactes, mais sans moyens considérables cette fois. Bon an, mal an, nous allons devoir faire plus avec rien, voire avec moins que rien. En effet, en raison du niveau plus élevé des évaluations en 6e dans la plupart des établissements privés sous contrat et d'un IPS moyen également plus élevé, aucune ligne supplémentaire n'est ajoutée au programme 139 pour financer ces mesures. La seule source de financement envisagée est la réquisition dans les collèges de la 26e heure accordée pour chaque classe au-delà des horaires obligatoires. Mathématiquement, le compte n'y est pas, sauf à reprendre dans beaucoup d'établissements et à concentrer le tir uniquement dans quelques-uns. Notons par ailleurs que dans l'esprit, cela paraît contradictoire, on décrit un collège devenu trop uniforme et on arrase tous les parcours différenciés existants, à les comprendre. D'autres interrogations se forment, notamment au niveau des ressources humaines. Raboter toutes les 26e heures, données aujourd'hui à des enseignants dans des disciplines variées, pour confier le volume groupé aux seuls profs de français et de mathématiques, n'est pas sans conséquences. Des écueils se font jour. Cela peut créer des pertes d'heures et générer des temps incomplets pour certains de nos professeurs, contrairement au public où les enseignants sont payés à plein temps jusqu'à une quotité de 14/18e si l'on n'est pas en mesure de leur donner un service complet. Plus d'heures en maths et en français, c'est bien, mais faites par qui? Les enseignants en poste ont déjà de très nombreuses heures sup et nous attendons toujours fébrilement de nouveaux prétendants dans le métier. Quid également de la question critique des salles dans certains établissements qui ne pourront pas absorber de nombreux dédoublements, sauf à démultiplier les plages horaires et donc à charger davantage les journées. Toutes ces questions sont des questions très pratiques qui ne sont peut-être pas dignes d'un grand intérêt aux yeux d'un ministre, mais elles demeurent très importantes quant à la faisabilité du projet. En fait, monsieur le ministre, c'est un peu comme dans la méthode de Singapour. Toutes les étapes sont importantes et le concret, ça compte. Si je ne vous fais pas un procès sur votre sincérité, je trouve bien dommage que vous ne soyez pas resté dans l'esprit de la lettre que vous aviez adressée aux chefs d'établissement, du public et à leurs adjoints lors de votre prise de fonction. Je vous cite. « Plus largement, je sais à quel point chaque établissement est singulier. Un établissement, c'est une communauté d'élèves, un territoire, une équipe, un historique. Tout cela entre en compte fortement et contraint parfois vos marges de manœuvre dans le changement que vous avez à mettre en œuvre. La vérité est bien celle que vous énoncez. Il ne faut donc plus décréter des mesures ex cathedra, mais bien davantage donner le sens, les attendus, et laisser les chefs d'établissement et leurs équipes piloter les projets. Votre job n'est pas de nous donner tous les 4 matins les plans d'un navire que nous ne pourrons pas construire, faute de bois ou faute d'outils. Mais votre job, c'est de nous donner le goût de la mer, puis d'indiquer un cap. Combien d'années faudra-t-il encore répéter que l'amiral d'une flotte n'est pas le capitaine de chaque navire? Laissez vivre la 26e heure. Fabriquez-en 2 de plus, grâce à des fonds que vous récupérez ailleurs, comme par exemple sur les pactes non utilisés, ici et là. Accordez un peu de temps aux enseignants pour se former sérieusement à la méthode de Singapour et à d'autres. Et là, vous pourrez exiger des résultats. Plus encore, comprenez que tout ne peut pas être affaire de pédagogie. Pour que les élèves progressent, et notamment ceux qui sont issus de milieux qui ne transmettent pas de culture générale, il est nécessaire de construire, dès le primaire, ce qu'on appelle un écosystème scolaire. En allant faire un tour dans une école primaire québécoise, publique, cela va de soi, vous constateriez, comme nous l'avons fait, que ce n'est pas tant les méthodes pédagogiques qui diffèrent, mais bien davantage tout le dispositif humain d'accompagnement aux élèves et aux enseignants. Et c'est ce facteur qui est un formidable catalyseur de performance scolaire pour tous les élèves, y compris ceux issus de milieux allophones. Dans un cadre comme celui que nous avons observé, les enseignants sont heureux
les parents ont confiance et les élèves progressent. Dans le même ordre d'idées, je pourrais également revenir sur la mise en place de la réforme du bac pro, dont la ministre déléguée Carole Grandjean a disparu des radars du jour au lendemain, laissant que tout était prêt, achevé. Mais je n'insisterai pas davantage, car je pense que vous aurez compris où je voulais en venir, à l'autonomie des établissements, seul chemin possible sur l'avenir, dimension que nous ne cesserons de défendre au SNEL. Et puis, il faut que je cesse de vous interpeller, car vous n'êtes plus ministre de l'Éducation nationale, même si vous avez emmené avec vous la cause de l'école à Matignon. Chers collègues, je ne vais pas être trop long ce matin. J'aurais encore beaucoup de choses à dire pour commenter l'actualité de notre institution scolaire et puis, évidemment, vous dire aussi tout ce qu'il y a de bon et ce que nous faisons au SNEL. Mais je voudrais prendre un peu de votre attention pour vous dire au revoir, en bonne et due forme, au terme de ces 5 années où j'ai eu l'honneur de vous représenter, de faire reconnaître vos talents, la joie de votre mission et les difficultés que vous rencontrez au quotidien. J'ai travaillé loyalement avec les institutions de l'enseignement catholique, notre famille pour la très grande majorité des adhérents, et je pense pouvoir dire que la place et la voix du SNEL y sont pleinement reconnues. Je souhaite à chacun de pouvoir rencontrer dans son CODIEC, dans son CAEC, le même esprit de communion que celui qui préside à la commission permanente. Cette dernière ne manque pas de débats, parfois vifs, chacun y exposant avec énergie et sincérité son point de vue, mais où le bien commun finit toujours par s'imposer. Évidemment, quand le texte final sort et s'adresse à tous, le débat repart de plus belle, car peu ont été témoins des cheminements de la pensée, des modulations avant l'aboutissement. Ce fut le cas dernièrement sur le protocole portant sur les mixités, comme pour la mise en place d'un service national dédié à l'apprentissage avec une cotisation afférente. En tant que président, j'ai dû très souvent, trop souvent, me battre pour rappeler les spécificités de l'enseignement libre auprès d'un ministère de l'Éducation nationale de plus en plus envahissant, ne revendiquant pas ouvertement un grand service d'éducation unifié, mais laissant le soin au rectorat de faire converger toutes les procédures, de gérer les cartes de formation comme si les réseaux publics et privés devenaient complémentaires, d'installer des logiciels intrusifs, de s'inviter dans la relation privilégiée que nous avons avec les familles. Je suis content d'avoir vu quelques batailles gagnées, comme celle épique de l'alignement de la rémunération de nos maîtres délégués sur ceux du public, combat mené depuis janvier 2017, achevé en septembre 2023. Vous noterez qu'il faut être particulièrement tenace et patient. Je suis pleinement conscient qu'il reste beaucoup d'autres batailles à mener, notamment concernant la revalorisation des forfaits, le mouvement de l'emploi, pour que nos prérogatives managériales soient de nouveau reconnues dans l'ensemble des académies. Je suis conscient, et surtout je ne suis pas seul. Il y a toujours eu derrière moi un bureau, un conseil d'administration, des délégués académiques, des salariés des services nationaux, attentifs, motivés et prêts à relayer l'information et à vous solliciter, parce qu'au final, sans vous tous, nous ne sommes pas grand-chose. Je pars l'esprit tranquille, certain que le SNEL, c'est-à-dire vous, sera demain encore pleinement au rendez-vous pour défendre les intérêts des établissements que nous dirigeons, parce que la qualité de nos projets éducatifs constitue une formidable chance pour notre pays, notre nation. Je pars aussi un peu plus tôt que prévu, 1 an plus tôt que la fin de ce 2e mandat. Pourquoi ? Tout d'abord parce que l'an prochain, le SNEL vivra un moment exceptionnel avec la célébration de son centenaire. Cette affaire-là doit être totalement collective et ne saurait se confondre avec quelque autre événement individuel. Je vous le dis avec une humilité sincère, je ne souhaite pas être le président des 100 ans du SNEL. Je souhaite qu'un nouveau mandat débute cette année pour que la personne qui sera élue puisse s'élancer avec sa nouvelle équipe à la conquête de cet Everest pour notre organisation professionnelle, animée par l'enthousiasme d'une nouvelle prise de responsabilité et toute la fougue qui l'accompagne.
Je pars aussi parce que cela fait 10 ans que je suis au conseil d'administration, dont 3 en tant que vice-président et 5 en tant que président. C'est passionnant, mais c'est aussi usant. Et vous savez ce que c'est? Plus on progresse dans la fonction, plus vous êtes connu, plus vous êtes sollicité et plus vous donnez. Le moment me semble donc venu de passer la main. Ce moment ne m'est ni pénible, ni dicté. Je suis heureux de le vivre, me semble-t-il, dans le bon timing, dans un climat où la liberté, la confiance et la convivialité règnent au sein d'un conseil d'administration peuplé de nombreux talents. Ils feront les bons choix, ils mèneront les bons combats, avec vous et pour vous. Soyez-en pleinement assurés et que vive le SNEL.